Est-ce que vous vous souvenez de ça? De ces mèmes qui sont la première trace de l'existence de Kagurabashi sur internet. Des mèmes qui vendaient le manga de manière extrêmement ironique comme étant l'un des meilleurs de tous les temps. Cependant, ça c'était il y a presque 2 ans. Depuis, Kagurabashi a fait son bout de chemin. L'œuvre approche de la dizaine de tomes et deviendra cet automne la 136e série du Jump qui passe la centaine de chapitres. Et de leur côté, les mèmes ont lentement cessé d'être présents en rejoignant les milliers d'autres mèmes morts dans le cimetière d'internet. Et donc, en 2025, après tout ce buzz presque artificiel, que vaut vraiment Kagurabashi? Bonjour à toutes et à tous, ici Amano, et aujourd'hui, on parle de Kagurabashi, le vilain petit canard que tout le monde a moqué, mais qui en attendant est devenu dans l'ombre un aigle magnifique. Cette vidéo va être séparée en plusieurs parties qui vont chacune analyser le manga arc par arc, donc bien évidemment, il y aura du spoil. Mais en attendant, on va s'intéresser au début de Kagurabashi qui n'est pas bon. Enfin, pas bon. Disons qu'il est compliqué. On est sur un chapitre 1 qui sert surtout un seul rôle, présenter l'univers de l'œuvre en le centrant autour de 2 points. Le protagoniste, Shihiro Rokuhira, et 7 sabres ensorcelés. Un troisième point d'intrigue, Kunishige Rokuhira, sert de lien entre Shihiro et les sabres, parce qu'il est à la fois le père de Shihiro et le forgeron des sabres. Et c'est justement ce troisième point d'intrigue qui va servir d'élément déclencheur, parce que Kunishige va mourir des mains de l'organisation Ishaku, qui va voler 6 des 7 sabres. Et suite à ça, Shihiro va prendre le 7ème sabre et partir en quête de vengeance. Devant ce résumé du chapitre 1, vous vous dites peut-être que c'est au final extrêmement classique et que ça ressemble à beaucoup d'autres œuvres. Un héros qui part, sabre à la main, en quête de vengeance, rajoutez à ça l'idée des artefacts à récupérer et vous pouvez penser à encore plus de sujets de comparaison. Ce que je veux amener avec cette idée, c'est pas forcément que Kagurabashi ne serait pas original. En jouant au jeu du grossir le trait du synopsis, chaque œuvre narrative deviendrait extrêmement commune au bout d'un moment. Ce que je veux plutôt dire, c'est que Kagurabashi ne fait pas nécessairement de son scénario une force et cherche plutôt à jouer sur les autres qualités du manga et de la bande dessinée, principalement tout ce qui touche au dessin et au découpage, qui prend une place d'autant plus importante quand on considère que Kagurabashi, c'est un manga d'action. Cependant, même là, le début de Kagurabashi pêche pas mal. On sent qu'Okazono n'est pas parfaitement huilé, et ça se sent dans son dessin. Pas mal de visages ont des expressions assez bizarres, et des yeux ou des bouches qui semblent parfois être juste superposés, comme si Kagurabashi n'était qu'un gros mini-jeu de Mario Party. Et c'est sans parler du gros point faible de Okazono sur ce début de Kagurabashi, la morphologie des visages, où on sent vraiment une grosse difficulté, notamment sur les premiers chapitres. Et là je pense surtout à la forme des mentons, mais surtout à la démarcation entre les cheveux ou le front, où ça semble tout sauf naturel. Ça se voit surtout sur Shihiro et son premier allié, Shiba. Sur Shihiro, la ligne de démarcation de ses cheveux est encore plus droite que le dégradé qu'avait Kylian Mbappé à Monaco. Et sur Shiba, ça donne l'impression bizarre que ses cheveux finissent par glisser derrière son visage. Après, honnêtement, tout ça, ça va s'arranger, et les deux lignes de démarcation vont cesser d'être aussi rectilignes que la baisse de la popularité de Macron. Et c'est pareil pour les visages, où l'expérience grandissante d'Okazono va l'aider à l'améliorer sur ce point. Mais en vrai, malgré ce style graphique assez hésitant au début, tout n'est évidemment pas à jeter, et on sent déjà que Takeru Okazono a un truc pour la mise en scène et le dynamisme. Par exemple, prenez cette case du chapitre 1. Vous remarquez rien? Ok, Shihiro fait un mouvement circulaire. Oui, voilà, un peu comme lui là. Et qu'est-ce qu'on observe sur les parties lumineuses de son manteau? D'innombrables cercles qui prennent comme base l'épaule du bras qui tient le sabre, donc l'origine même de ce mouvement. Et c'est sans parler des giclées de sang et du corps par terre qui aident à poursuivre l'idée de ce mouvement circulaire au-delà du corps de Shihiro. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal à être purement négatif sur ce début, car on sent que bien plus que mauvais, ce départ tient surtout d'un pur manque d'expérience de l'auteur qui aurait commencé le manga dans l'optique de passer professionnel pendant la pandémie de Covid-19. Vous vous souvenez de ce que je disais dans la dernière vidéo? Qu'un mangaka néophyte faisait forcément des erreurs et des imprécisions? Et bah, là on en a une très belle illustration. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que dès le chapitre 6, donc avant même la fin du tome 1, le style de Kazono va glow up d'un seul coup. C'est surtout visible sur ses décors et un peu son découpage, mais même sur ses visages, on sent à ce moment-là que l'auteur accorde plus d'importance à ses dessins. On n'aura sûrement jamais une réponse définitive, mais il est fort probable que ça soit dû à l'arrivée d'assistants. Notamment, le responsable éditorial de Kagurabashi était à la recherche fin septembre 2023 d'assistants pour aider sur une série hebdomadaire. Mais reste que c'est une excellente chose et que le timing est bien trouvé, parce que c'est à ce moment-là que va émerger le premier antagoniste du manga et le premier éclat de Kagurabashi, Sojo. Actuellement, Kagurabashi comporte 3 arcs, dont 2 complets. Ce fameux arc Sojo est le premier de la série et sert donc le rôle d'un arc introductif. Son but est donc surtout de présenter l'univers, avant tout pour lancer ses intrigues, mais aussi pour accrocher le lecteur. Et ça, malgré tout ce que j'ai pu dire dessus, le chapitre 1 le fait bien. En une 50aine de pages, on comprend la plupart des enjeux grâce à la construction de Kazono, qui va alterner passage dans le passé et dans le présent pour dresser le décor. Dans les faits, ça fonctionne, mais ça n'aide pas non plus à rendre le premier contact plus plaisant, puisque l'œuvre va constamment sauter entre le passé et le présent
présent sur son premier chapitre. Mais bon, c'est un sacrifice qui est nécessaire vu comment ça économise du temps pour libérer de la place à l'avenir. Et honnêtement, c'est loin d'être le plus gros souci que j'ai avec le chapitre 1. Je le redis, mais le dessin est assez hésitant, et la manière dont le chapitre est écrit m'a un peu fait rigoler sur certaines répliques. Je pense notamment à celle sur la haine toute fraîche qui m'a un peu fait glousser. Mais dans les faits, ça ne change rien au fait que l'arc Shoujo, il est efficace. Pour ce qui est de l'écriture, bon, je vous l'ai dit, mais Kagurabashi ne brille pas particulièrement par ça. Et en même temps, c'est anormal de pas briller vu comment le manga elle utilise beaucoup le noir. C'est rigolo. Plus sérieusement, Kagurabashi axe une grande partie de sa narration sur ses combats, et rien que sur ce premier arc. Par exemple, toute la narration qui lie Shihiro et Shoujo autour de 2 points. La raison de l'existence des sabres ensorcelés et le véritable but que Kunishige voulait atteindre les fabricants. Ils vont s'opposer idéologiquement sur ces 2 points. Shoujo pense que Kunishige a créé les sabres dans un but de destruction, d'annihilation, afin qu'ils puissent vraiment remplir le rôle d'arme qui était le leur durant la guerre de Seitei, qui est en gros une grande guerre qui est un peu le point zéro du lore de Kagurabashi. Shihiro va lui voir le côté post-guerre de son père, d'homme qui cherche à transmettre son art, mais aussi à transmettre le poids de ses armes, les vies qu'elles ont enlevées et celles qu'elles ont protégées. Et c'est quelque chose que montre très bien le chapitre 17, qui peut être divisé en 2. Une partie discussion métaphorique entre Shihiro et Shoujo, et une partie bien plus sérieuse, centrée sur leur combat final. C'est un combat qui est d'ailleurs très bien mis en scène et dessiné, et qui montre la puissance du plus grand choix graphique de Kazono, la surutilisation du noir et des teintes généralement sombres. Shihiro est intégralement vêtu de noir, et en plus de ça, les cheveux noirs. Et c'est pas le seul, que ce soit Shoujo ou les personnages plus mineurs introduits dans ce premier arc, le noir est plus que dominant dans le chara-design de Takeru Kazono. D'après le responsable éditorial de Kagurabashi, cette idée serait née après que Kazono se soit dit qu'un personnage entièrement vêtu de noir, bah ça serait très stylé, et c'est quelque chose qui s'est répandu dans la quasi-globalité du manga. Cette idée graphique, aussi efficacement cool soit-elle, elle vient avec une problématique. Comment ne pas rendre les planches trop sombres et se retrouver avec autant d'ombre de ténèbres qu'il n'y a de darkness dans Kingdom Hearts? Et c'est là qu'on en arrive au sabre. Et d'ailleurs en parlant de sabre, j'aimerais moi aussi sabrer le champagne pour fêter mes 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez cette vidéo et mon contenu en général. Vous êtes encore presque 2 tiers de personnes qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc vraiment, n'hésitez pas. D'ailleurs, j'ai aussi glissé un petit indice sur la prochaine vidéo dans celle-ci, puisque je parlerai d'une œuvre que j'évoque clairement dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. On va pas se mentir, l'utilisation des sabres en tant qu'arme centrale de Kagurabashi tient surtout du calibrage de l'œuvre pour le public japonais, afin de maximiser les chances du manga dans le Jump. C'est pas nouveau, c'est vieux comme le monde ce type d'astuce éditoriale, et c'est pour ça qu'autant de shonen utilisent des éléments typiquement asiatiques pour accrocher à un maximum le public qu'ils ont besoin d'accrocher. Par exemple, on peut considérer ça comme étant l'une des raisons majeures du succès de Demon Slayer, mais c'est une histoire pour une autre fois. Pour Kagurabashi, l'éditeur de Kazono identifie 2 éléments qui servent d'attrape japonais, si j'ose dire. Les sabres, un élément très utilisé ailleurs au point d'être directement cité par Bakuman, et les poissons rouges, un animal de compagnie très populaire au Japon et considéré comme animal porte-bonheur, et qui seront dans Kagurabashi le porte-étendard des pouvoirs des sabres. Et c'est précisément avec ces 2 éléments que Kazono va commencer à jouer sur la clarté de ses planches. La plupart des pouvoirs des sabres seront très souvent clairs, ça se voit légèrement avec l'Enten de Shihiro, et ça se voit surtout dans le premier arc avec le sabre de ce fameux Shoujo, qui a des pouvoirs basés sur l'électricité et sur la glace, des éléments qui seront toujours dessinés de manière à aérer les planches. On pourrait aussi citer le premier antagoniste de cet arc, Daruma, qui a des pouvoirs basés sur les explosions, ce qui aide aussi à éclaircir les planches. Et même plus globalement, la simple utilisation des épées va aider à apporter un peu de clarté, parce que les lames seront dessinées de manière à être claires. Forcément, c'est du métal, donc ce sera en blanc. Ça crée un jeu de lumière qui est très intéressant, et on pourrait même dire un jeu de clair-obscur. J'adore rire. Ce jeu de lumière n'est qu'un ingrédient dans la recette des combats de Kagurabashi, ce qui ressort comme la grande qualité de l'œuvre sur son point de départ. C'est bien évidemment encore une fois visible avec Shoujo et chacun de ses 3 affrontements. Son premier combat contre Shihiro, son combat contre les Kamunabi et le combat retour contre Shihiro. Ces 3 combats sont organisés de manière à marcher en symbiose. Le premier combat introduit Shoujo, le deuxième développe sa puissance et le troisième le développe idéologiquement et le conclut. Et dans le lot, le plus intéressant narrativement, c'est surtout le premier combat, parce qu'il sert vraiment d'introduction à Shoujo. Il va complètement rebattre les cartes de l'échelle de puissance qu'on connaissait jusque-là. Jusqu'à l'arrivée de Shoujo, Shihiro se tenait confortablement au-dessus du reste, ce qui est logique pour un protagoniste de shonen au début. Mais là, il est pour la première fois réellement challengé sur absolument chaque plan, tant en termes de puissance qu'en idéologie, parce que Shoujo va être le premier personnage du manga qui va vraiment le challenger sur ça. Mais là, ça marche pas complètement. En tout cas, dès que Shoujo va commencer à parler de Kunishige, parce que on manque alors de recul clair sur la situation, et naturellement, on va prendre le parti de Shihiro. Shihiro qui d'ailleurs n'est jamais lui-même vraiment ébranlé par ça. Dans les faits, les propos que va tenir Shoujo sur Kunishige vont servir simplement
simplement à motiver Shihiro pour s'opposer à Sojo. C'est ce qui va essayer de créer un vrai lien entre ces deux personnages. C'est un autre élément de la caractérisation de Sojo en tant qu'antagoniste. Avant lui, les autres antagonistes mineurs n'étaient liés à Shihiro que par son désir de protection d'une autre personne. Le mec random du chapitre 1 et Char à partir de son introduction. Ajouter une connexion au passé de Shihiro ancre non seulement un peu plus Sojo dans le lore, mais ça va aussi le crédibiliser en tant qu'antagoniste, car il va être capable de défier Shihiro sur tous les plans. Dans l'ensemble, l'arc Sojo fonctionne bien, quand bien même ça reste un arc difficile à pleinement analyser à cause de son contexte éditorial. On sent la grande évolution d'Okazono au fur et à mesure de l'arc, notamment sur les chapitres qui entourent l'arrivée de Sojo, et cette évolution, elle est surtout graphique. Et est-ce que j'ai déjà dit que c'est la grande qualité? Oui, Amano, tu l'as déjà dit. L'arc est efficace. Le premier antagoniste en la personne de Sojo fonctionne bien, et c'est vraiment lui qui va occuper toute la lumière. Mais c'est ce qui fait pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Shihiro est correctement introduit en tant que protagoniste, mais au final on n'en sait pas encore grand chose sur lui. On sait qu'il veut se venger et qu'il a de la haine toute fraîche, mais ça va pas vraiment plus loin. Et alors par contre les autres personnages, là vraiment c'est quasiment un niveau 0. Shiba à ce moment là tu sais pas vraiment à quoi il sert, et Char j'en parle même pas. T'as limite juste l'impression qu'elle est plus là pour soigner Shihiro et pour être un espèce de MacGuffin à récupérer que pour être un vrai personnage. Mais bon, c'est que le début, il y a la suite, et pour ces personnages, la suite du manga va leur permettre de vraiment décoller. Et c'est ce qui va se passer, parce que c'est à ce moment-là que Kagurabashi devient réellement intéressant. C'est vraiment avec son deuxième arc, l'arc Rakuzaichi, que Kagurabashi va vraiment commencer à décoller. Et rien que le premier combat de cet arc, qui oppose Shihiro à Iyuki Kagari, le montre bien. C'est là qu'on commence vraiment à remarquer l'une des influences majeures d'Okazono, bien qu'en soi elle était déjà visible à la fin de l'arc Sojo, le western. Okazono est un fan de western, et cette influence se ressent parce que la plupart des combats de Kagurabashi ressemblent à des duels de western, et pour voir ça, on va s'intéresser à la construction de ce duel entre Shihiro et cette fameuse Iyuki. Au cinéma, un duel de western se construit par rapport à plusieurs choses, généralement d'un côté la narration, et de l'autre tout ce qui touche à la caméra et au montage, qui sera dans le manga remplacé par le découpage. Tout d'abord, il faut opposer les deux duellistes narrativement. Dans le cas de Shihiro et d'Iyuki, ça passe, comme avec Sojo, par leur opinion sur les sabres ensorcelés. Iyuki va considérer que les sabres et leur utilisation doivent être réglementées, ce qui va l'opposer naturellement à Shihiro qui, pour rappel, a un sabre ensorcelé. Sa position d'opposante est aussi renversée éthiquement par rapport à celle qu'avait Sojo. Sojo s'opposait à Shihiro en incarnant le côté maléfique des sabres ensorcelés. Okazono essayait un peu d'approfondir ça en intégrant Kunishiga à l'équation, mais ça marchait assez mal, car ce lien voulu ne finissait que par devenir une simple obsession de Sojo. Iyuki en est l'exact inverse, parce qu'elle se pose en figure supposée du bien, en tant que membre émérite d'un groupe gouvernemental, ce qui permet aussi un peu de complexifier Shihiro, qui n'est au final ni un guerrier bon qui lutte pour la justice, mais qui n'est pas non plus un meurtrier assoiffé de sang qui utilise son arme pour ses propres motivations. C'est quelqu'un de neutre, qui est complètement gris, ça le pose en aucun camp, mais aussi ça l'oppose clairement à Iyuki. Tout ça, c'est la narration. C'est comment ce duel est construit narrativement. Et pour le reste, c'est le découpage, le dynamisme et la mise en scène du combat qui fait le reste. Est-ce que vous voyez les fameux plans de plus en plus rapprochés sur les deux duellistes au cinéma? Vous voyez le plan sur les yeux, les mains, les flingues, tac tac tac, et après boum, ça explose? Eh bien, Kagurabashi fait exactement pareil, et à plusieurs reprises pendant l'affrontement. On a plusieurs fois droit à des cases de plus en plus resserrées avant que soudainement on ait droit à Shihiro ou Iyuki en plus grand pour les montrer en train de s'observer ou de dialoguer. Ça aide à faire monter la tension, et on attend le moment où ça va péter, jusqu'à ce que, bam, Shihiro dégaine Enten, attaque et que Iyuki part l'attaque avec Rikuo. Vient ensuite l'apogée du duel, l'équivalent des coups de feu dans le western. Ici, c'est clairement ces deux cases, qui d'ailleurs vont illustrer les seuls dégâts vraiment infligés pendant cet affrontement. Ce qui est encore une chose qui ramène au duel de western, où généralement il n'y a qu'un seul coup de feu, et où une balle, un mort. Et ici, l'équivalent c'est le coup d'épée que donne Shihiro à Iyuki, qui restera comme le seul dégât infligé de l'affrontement. Dans l'ensemble, ce duel va rappeler certains des duels de western les plus iconiques, avec en tête de liste le bon, la brute et le truand. Et vous vous demandez aussi peut-être pourquoi est-ce que j'insiste autant sur cette idée? Et bah, déjà de l'aveu du responsable de Kagurabashi, Okazono a préféré créer un manga en se centrant sur une histoire avant tout faite pour lui, plutôt que pour son public. Et donc fatalement, ses préférences sont devenues ses influences, et elles ont transpiré dans son œuvre, et elles l'ont influencé. Par exemple, la thématique centrale de la vengeance, qui est au cœur même du scénario de Kagurabashi. Toujours d'après l'éditeur d'Okazono lui-même, c'est avec cette idée que Kagurabashi ne serait même né. Mais c'est quelque chose qui est aussi essentiel au western. Il y a plusieurs listes, et des listes assez longues, qui répercutent
répertorie tous les westerns qui parlent ou abordent le sujet de la vengeance. Mais surtout, je me focalise sur le western, mais on pourrait citer aussi le cinéma occidental, avec là pas mal de licences et de réalisateurs importants. Les John Wick de Chad Stahelski, David Fincher, des blockbusters de Christopher Nolan, et surtout, Quentin Tarantino. Tous ces réalisateurs ou ces licences sont directement cités comme inspiration par Okazuno lui-même. C'est quelque chose qui a fatalement influencé tant l'auteur que Kagurabashi. Et à titre personnel, je remarque surtout une saga bien spécifique qui pour moi se rapproche de Kagurabashi, Kill Bill de Quentin Tarantino. Et bah voilà, hein, le mec il sort Kill Bill et il fait genre c'est quelque chose de fantastique. Ah là là, les youtubeurs manga, ils parlent de jeux vidéo aussi, hein, forcément c'est de la sous-culture, hein, donc le cinéma il y connaît rien. Quelle petite merde cet Amano. Cette réflexion pleine de dédain et d'orgueil vous était présentée par le club des fans de cinéma élitistes de Twitter. J'ai dit en transition vers ce chapitre que c'est à ce moment-là que Kagurabashi commence vraiment à décoller. Et ça, on l'a vu avec les duels d'action. J'en ai pas trop parlé non plus, mais sachez que vraiment, ça progresse et tu le sens. Tu sens que Okazuno est plus à l'aise, qu'il tente plus de choses et que ça marche d'autant plus. Mais même sur les points faibles de Kagurabashi, Okazuno progresse. Et là, notamment, l'écriture. Sur ce premier arc, Kagurabashi, c'est un manga qui faisait de ses combats l'alpha et l'oméga de sa narration. Le manga va de combat en combat et plus que l'avancée du scénario, on attendait bien plus le prochain affrontement. Et c'était aussi pour ça que l'enjeu narratif de l'arc restait assez simple, parce que c'était simplement protéger Char. C'était un enjeu qui ne demandait pas nécessairement beaucoup de build-up et qui permettait facilement d'enchaîner les affrontements. Ce n'est plus le cas dans l'arc Rakuzaichi. Les enjeux prennent plus d'ampleur et l'univers qu'on ne nous présentait que légèrement va lentement se mettre en place. On nous présente réellement les différentes factions, de nouveaux lieux qui sont présents suffisamment longtemps pour rester en mémoire, et on continue à nous introduire à différents pouvoirs avec ici un focus sur la sorcellerie, et donc de développer le système de pouvoir de Kagurabashi, un point qui est majeur à tout manga de baston. C'est un point majeur que Kagurabashi gère correctement. Je vais pas vous mentir, j'ai eu de grosses sueurs froides quand le manga a drop le terme énergie occulte. Je me suis dit, putain, ça sent l'attrape japonais à plein nez, et le manga va volontairement s'aborder son système de pouvoir sur ça. Mais c'est à moitié vrai. D'un côté, oui, le système de pouvoir de Kagurabashi s'ancre autour de cette énergie occulte. On nous dit qu'elle est présente chez chaque être humain, qu'ils doivent l'éveiller pour d'abord pouvoir se renforcer physiquement, et après s'éveiller à un seul type de sorcellerie déterminé par leur ADN. Autour de ça, après, va graviter plusieurs choses qui va vraiment rendre le système plus intéressant au-delà de sa base basique au possible. Il y a l'idée d'objets qui vont amplifier l'énergie, comme le minerai à l'origine des sabres ensorcelés qui est aussi un enjeu du premier arc, et surtout, il y a les fameux sabres ensorcelés, qui sont limite un deuxième système de pouvoir à eux seuls et qui sont vraiment la star de Kagurabashi. Ces 7 sabres ont leurs règles, avec notamment le système de contrat, leur pouvoir propre, et c'est eux qui prennent toute la lumière. C'est eux qui sont les plus intéressants narrativement, esthétiquement, et même au sens large, tu sens que Okazuno est plus à l'aise avec du combat à l'arme blanche, parce qu'il va se démerder pour filer des sabres et des couteaux à des personnages qui n'ont pas de sabres ensorcelés. Par exemple, plusieurs antagonistes de l'arc Rakuzaichi vont se retrouver avec des sabres à la main un moment ou un autre. Il suffit de voir que le système de pouvoir a été introduit avec les sabres ensorcelés, avec Shihiro et après Sojo, ce qui amène un problème très mineur, mais qui je trouve aurait pu être mieux fait, mais j'en reparlerai un peu plus tard. En dehors de l'introduction claire du système de pouvoir, qui est un passage obligé pour n'importe quel shonen d'action, Kagurabashi va aussi commencer à développer son monde pour de bon. Par exemple, c'est là que Okazuno va faire un truc qu'il n'avait pas fait jusque-là, à savoir étoffer son casting de personnages. Jusque-là, le casting de l'œuvre restait réduit, vraiment très réduit et donc très limité. À vrai dire, ça restait vraiment très centré autour de Shihiro, voire il y avait que lui, et les quelques rares autres personnages se contentaient de rôles narratifs très mineurs. Ça change complètement avec l'arc Rakuzaichi, qui va dès sa première péripétie introduire 2 nouveaux personnages qui vont s'imposer comme les stars de l'arc, peut-être même plus que Shihiro lui-même. Déjà Iyuki forcément, qui va passer l'arc en tant que menace lointaine avant de se rallier à Shihiro lors du climax et d'initier elle-même la suite de l'intrigue. Et surtout, ce qui est peut-être le meilleur personnage qu'Okazuno a livré jusque-là, Akuri, Sazanami. Cet arc, c'est vraiment son moment. Et s'il va passer tout l'arc à lentement s'affirmer et à s'imposer, quand ça y va, ça y va. Je n'arrive aussi pas à m'empêcher de penser qu'Akuri c'est l'aboutissement de ce que Okazuno a essayé de faire avec Char, donc un personnage qui amène de la légèreté dans l'intrigue et qui semble plus ouvert émotionnellement que Shihiro. Dans l'ensemble, Akuri c'est la véritable star de l'arc, autour de qui l'ensemble des intrigues vont tourner. C'est grâce à lui que le duel entre Iyuki et Shihiro se met vraiment en place et est résolu, c'est grâce à lui que Shihiro et Shiba parviennent à s'imposer une première fois à l'antagoniste principal, et c'est autour de lui que va s'articuler tout le climax de l'arc, la fameuse enchère du Rakuzaichi donc. Ce qui va
aussi m'amener au groupe d'antagonistes, la famille Sazanami, qui est à des années-lumière de ce que proposait Sojo. C'est déjà un groupe qui est mieux posé narrativement que Sojo. On ne savait au final pas grand chose sur lui, son groupe restait inconnu, et son attachement à ce qui était défini comme antagoniste principal de Kagurabashi restait léger voire très lointain. Et même d'un point de vue écriture, Sojo restait honnêtement assez plat. Ici c'est loin, c'est très loin d'être le cas. Déjà car il n'y a pas un seul antagoniste. Kyura Sazanami prend forcément beaucoup de lumière, mais deux autres membres de la famille, Soya et Tenri, auront droit à leur moment marquant. Et même, rien que la présence de plusieurs antagonistes importants permet de rythmer le récit, et donc d'enfin pleinement maîtriser le rythme de l'œuvre. Le rythme de l'arc Sojo semblait un peu artificiel, et Okazono ne voulait jamais vraiment prendre le temps de ralentir, ce qui donnait un rythme soutenu, mais qui était aussi trop soutenu, parce que le récit ne prenait jamais vraiment le temps de ralentir, et Sojo finissait par être la cible de 800 personnes à la fois, pendant que Shihiro, t'avais l'impression qu'il guérissait en 2 minutes. Ici, ce n'est plus le cas. Non seulement Okazono va alterner ses antagonistes tout au long de l'arc, mais surtout, il va prendre le temps de se poser, de se calmer. Plusieurs chapitres de cet arc laissent ces personnages discuter et échanger. Bon, c'est très souvent pour se foutre sur la gueule juste après, mais rien que la présence de ces temps calmes rend l'opposition entre les personnages bien plus naturelle. L'opposition majeure, c'est Akuri qui va s'opposer à sa famille, qui la renie à cause de son manque de potentiel. Même si bon, ce potentiel, il va bien évidemment finir par le réveiller. Cependant, là où le manga met surtout en avant ce conflit entre Akuri et les Sazanami, on peut aussi comparer Akuri à Shihiro, car l'idée même de la famille est le sujet de fond que traite cet arc Rakuzaichi, et ça ramène tout ça à Shihiro. Shihiro qui est clairement le grand perdant dans l'introduction de ces nouveaux personnages, qui vont prendre de la place narrativement, car j'ai parlé d'Akuri, mais même des personnages comme Iyuki et Shiba auront droit à leur moment qui va apporter un peu plus de profondeur à leur personnage, avec Iyuki qui va s'opposer aux ordres de son organisation, et Shiba qui va un peu plus s'affirmer comme le mentor réellement actif qu'il était censé être. Ça culminera juste après la fin de l'arc, au chapitre conclusion, où on les verra tous ensemble jouer à un jeu vidéo dans la chambre d'hôpital de Shihiro et d'Akuri, dans un moment qui fonctionne très bien en tant que décompression de tension narrative, qui te fout le sourire et qui rend ces personnages un peu plus attachants. Et être attachant, c'est un peu quelque chose qui manquait à Shihiro. Je lui demande pas non plus d'être tout mignon, quoi que ce soit et tout, mais simplement d'avoir un lien entre le lecteur et le protagoniste plus profond que juste « je suis le héros, donc tu dois me suivre », ce qu'il y avait un peu avec ça. Là, on commence vraiment à sentir certaines choses qui vont essayer d'impliquer émotionnellement le lecteur. Ça reste très basique, mais personnellement, je trouve que son échange et son combat contre Yura, ça fonctionne parfaitement. C'est là que Shihiro devient vraiment, pour la première fois, un héros que tu as envie de suivre et que tu as envie d'apprécier. Et c'est quelque chose qui fonctionne. Même si finalement, à la fin de l'arc Rakuzaichi, le constat reste clair. Shihiro n'a pas été la star de cet arc d'un point de vue développement, et à ce moment-là, on peut se demander ce que compte faire Okazono avec lui, et même s'il a de vraies idées avec son protagoniste. Après, j'ai l'air négatif sur ça, mais j'insiste encore une fois, l'arc Rakuzaichi coche toutes les cases qui se devaient de cocher, et même il en fait un peu plus. L'arc Sojo présentait une œuvre avec du potentiel, mais un potentiel qui restait plus que volatile et qu'il fallait définir. Les fondations étaient là, mais elles pouvaient s'écrouler à tout moment, et même elles n'étaient pas complètement finies. C'est ce que fait l'arc Rakuzaichi. Il introduit des alliés, des ennemis, des pouvoirs, il fait ce qu'il a à faire et il pose les premiers murs au-dessus de ses fondations, tout en les solidifiant en y faisant écho. Par exemple, durant tout le duel contre Iyuki et toute la première partie de l'arc, on verra à plusieurs reprises des cases qui montrent Sojo dès que le sujet des sabres ensorcelés est évoqué. Ça ancre un peu plus rétroactivement Sojo dans son œuvre, là où avant on pouvait avoir un peu peur qu'il ne devienne à l'avenir qu'un simple méchant de la semaine assez lointain. Ce qui n'est pas le cas, il sera évoqué plusieurs fois après sa mort et ça montre qu'il a bel et bien eu un impact sur Shihiro. En plus de ça, l'arc Rakuzaichi nous offre un combat final pas loin du sans faute, que j'aurais juste aimé voir être un peu plus long, mais là je chipote pour pas grand chose. Surtout quand on voit ce qui arrive, car là, c'est maintenant que Kagurabashi va vraiment se métamorphoser. Cet arc est incroyable. Absolument chaque caractéristique de Kagurabashi a progressé en très peu de temps à une vitesse et un degré qui sont fous. L'arc Sojo était globalement correct. L'arc Rakuzaichi rendait ce correct en bon. Ce troisième arc le rend excellent, sans aucun débat possible. D'un côté, c'est bien aidé par sa durée, parce que l'arc fait actuellement 50% de l'intégralité de Kagurabashi, et surtout il est pas terminé. C'est ce qui fait d'ailleurs que je vais passer un peu moins de temps sur cet arc, parce que forcément, impossible de le juger dans son intégralité. Mais dans tous les cas, ça fait que Okazono s'est donné plus de temps pour mettre en place des enjeux et tout ce qui en découle. Mais pas que. Dans tous les sens du terme, Okazono va aller plus loin. Il va même arriver à donner une dimension narrative pertinente à ce qui ne semblait être au départ que des outils de style. Et là, je suis obligé de parler du sabreur au milieu de la pièce. Samura. C'est peu
peut-être, probablement même, le meilleur personnage de Kagurabashi. En tout cas, c'en est très clairement le meilleur antagoniste. C'est d'ailleurs cocasse qu'il soit dans le même arc que l'antagoniste que je trouve le plus plat de l'œuvre, Hiruhiko. Vraiment, j'arrive pas à l'apprécier, mais bref. Ce que je trouve d'autant plus intéressant avec Samura, c'est qu'on a un personnage au départ clairement designé pour son style, qui a après vu ses caractéristiques prendre une profondeur narrative intéressante. Parce que, on le sent, qu'Okazono pense avant tout au style de ses personnages. Après tout, c'est ce qu'il a fait avec Shihiro, donc pourquoi pas avec le reste. Et chez Samura, ce qui est intéressant, c'est sa cécité et l'esthétique de combat que ça amène, parce qu'il va faire claquer son sabre dans son fourreau pour écolocaliser ses adversaires. Et rien que ça lui donne un statut. Ça fait de lui un être unique avec une esthétique de combat unique. Esthétique qui sera complétée par les pouvoirs de son sabre, qui en gros c'est des plumes noires avec des ailes noires. Je vais pas trop entrer dans les détails, mais ça lui donne un côté d'autant plus éthéré dès qu'il va dégager son sabre. Sur certains moments, t'as presque l'impression que Okazono représente un dieu, quoi. J'ai assez peu parlé des sabres ensorcelés d'un point de vue fonctionnement, parce que quand on pose tout à plat, ça reste assez classique. Mais c'est vraiment avec leur esthétique, comment les pouvoirs sont représentés, qu'Okazono arrive à tirer son épingle du jeu. Bon, c'est pas parfait non plus. Certains pouvoirs restent assez classiques dans leur représentation, et dans les capacités, tu sens que les pouvoirs sont plus faits pour certains combats très spécifiques, limite en one-shot, que pour servir sur le long terme. Et c'est ce qui me fait penser que Kagurabashi ne sera peut-être pas un manga excessivement long. Mais globalement, ça va. Ça va à part un point. Je trouve que Okazono, c'est un peu piégé. D'un côté, introduire les sabres aussitôt qu'à l'arc Sujo, ça a permis de vraiment montrer que la star du manga, c'était eux directement. Et ça fonctionne. Mais je trouve que, justement, montrer pour la première fois des combats de sabres ensorcelés sur ce troisième arc, ça aurait permis de les rendre encore plus impactants et marquants qu'ils ne le sont déjà. Et même, t'aurais pu créer une espèce d'attente dans l'arc Rakuzaichi de attends, il va dégainer le sabre ensorcelé qu'il met en vente aux enchères, donc peut-être qu'on va avoir le combat et tout. Enfin, je trouve ça honnêtement un peu dommage que Kazono n'ait pas gardé cette carte en main pour un peu plus tard dans l'intrigue, mais d'un autre côté, je me dis qu'il voulait sans doute essayer de s'assurer une place dans le jump, donc ok. Tout ça, ces combats de sabre, leur esthétique, ça me ramène aussi à la qualité principale de Kagurabashi. Son action, sa fluidité, sa mise en scène, et surtout le découpage de Kazono. C'est vraiment avec ce troisième arc que tout atteint un niveau qui va justifier le statut d'excellent mangaka d'action que j'essaye de coller à Okazono depuis le début de cette vidéo. Car Okazono a grandi en 2 ans de Kagurabashi. Son talent s'est affiné, et pour ça, on va retourner à la construction de ses combats. Je le rappelle, mais au début de l'œuvre, les combats de Kagurabashi étaient construits comme des duels de western. On avait vu ça avec le combat entre Shihiro et Iyuki, mais l'affrontement final entre Shihiro et Sojo commençait également comme un duel de western. À partir de l'arc Rakuzaichi, Okazono va lentement abandonner cette construction d'affrontement, car beaucoup trop codifié et contraignant sur le long terme pour être véritablement utile. Et c'est pour ça qu'après le duel contre Iyuki, les duels cherchent à devenir spectaculaires grâce à un aspect grand spectacle, grandiose, vraiment surnaturel. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un climax de l'arc Rakuzaichi dans la chambre forte de la famille Sazanami, ou dans ce troisième arc, avec le premier affrontement entre Shihiro et Hiruhiko, qui se déroule dans un train, puis dans un théâtre de kabuki. C'est le décor qui rend les affrontements au début saisissants, mais n'allez pas croire qu'Okazono n'a que cette corde à son arc. Sa mise en scène a aussi plus que largement progressé, que ça soit l'impression de vitesse qu'il met sur ses planches, ses impacts, son découpage, et surtout ces fameuses planches qui utilisent énormément le noir et le sang, qui sont un peu devenus sa marque de fabrique. De combat en combat, Kagurabashi devient de plus en plus un film au format manga, et j'espère vraiment que Okazono fera après un manga sur le cinéma, parce que tu sens qu'il est passionné par le truc. Par exemple, cette planche du chapitre 67, l'image du réalisateur qui fait une mise en abîme avec sa caméra pour la montrer en train de filmer derrière une structure circulaire, bah ça m'a directement sauté aux yeux, ça me semble évident. Tu sens que le mec a envie de parler de cinéma et qu'il utilise le plus possible le cinéma dans son œuvre et que ça marche super bien. Et puis, la construction western, j'ai parlé de son abandon, mais c'est pas entièrement vrai. Okazono va continuer de l'utiliser, mais de manière bien plus intelligente, pour montrer la puissance de ses personnages. Par exemple, avec certains duels de Samura, mais des duels où il va enchaîner les one-shots façon perso de Muso. C'est vraiment visible avec 2 d'entre eux qui ont droit à un léger build-up qui ne laisse aucun doute sur le retour de la construction western. Okazono joue de plus en plus sur ça, et tous ces combats sont beaucoup mieux maîtrisés dans leur build-up et leurs possibilités, mais aussi dans leur décor, et surtout dans leur rythme. Parce que si on prend les 2 combats sur lesquels je me suis focalisé, ceux contre Sojo et Iyuki, leur gros point faible, c'était leur rythme, qui séparait beaucoup trop les parties discussion et les parties combat. Ce n'est ici plus du tout le cas, et plutôt que de s'opposer, ces 2 parties sont en symbiose. Par exemple, l'affrontement entre Hiruhiko et Shihiro dans l'hôtel. Les sections
discussion de ce combat semble limite offrir un refuge, une bulle d'air, avant que ne reprenne l'action effrénée. Ces sections qui servent aussi dans ce combat 3 rôles narratifs précis. Je l'ai dit, elles servent à faire respirer le lecteur, mais aussi elles constituent une attente de la reprise du combat, et enfin, elles aident les enjeux narratifs à avancer, avec ici la protection d'Iwori et comment tout bien mettre en place. C'est la réponse ultime au rythme de la série, qui était peut-être son autre gros défaut avec l'écriture au début. Okazono se cherchait avec un premier arc rapide, mais qu'il était vraiment trop, et un deuxième arc qui parfois donnait un peu l'impression qu'il se traînait le cul. Sauf qu'ici, non, limite, t'en voudrais 75 chapitres de plus, alors que je rappelle qu'actuellement, le troisième arc fait la moitié de l'intégralité de tout Kagurabashi, et le mec arrive non seulement à rendre une copie sans aucun temps mort, mais en plus t'en redemandes. C'est de la sorcellerie à ce niveau-là, ou même c'est de l'énergie occulte. Okazono va même se risquer à un flashback que je ne vais pas analyser en détail, mais qui prouve que même là, même sur le plan du scénario, ce qui était son point faible avec le rythme, il arrive à te faire sentir certains petits trucs. Tu le sentais un peu avec le duel entre Yura et Chihiro, mais là, il va à fond là-dedans. Bon, c'est pas un flashback qui va changer votre vie, mais il fonctionne, et il remplit le rôle d'un flashback, à savoir approfondir les personnages concernés, au point où Samura prend toute la lumière et continue d'asseoir sa place en tant que meilleur personnage de l'œuvre, en me faisant de plus en plus penser à Billy de Dead Luck par exemple. Ça fonctionne, et ça va de pair avec l'autre personnage que cet arc va réussir à enfin développer, Chihiro. Enfin, le protagoniste de Kagurabashi prend de la profondeur, et ça fait du bien. Jusque-là, il a vu quelques moments intéressants, mais on restait vraiment beaucoup dans l'image de l'outil de vengeance plat, sombre et edgy. Mais là, tout l'arc l'aide à le faire passer au next level. Son délire autour de la vengeance et d'une haine fraîche qui était honnêtement assez creux et assez cringe devient réellement un combat pour l'honneur de sa famille, un chemin où il sait ce qu'il est devenu et dont il sait qu'il ne reviendra pas indemne. Sa discussion avec Iwori à l'hôtel témoigne très bien de la profondeur que prend le protagoniste. Kagurabashi s'approfondit, se développe et commence à parler de certaines choses. Okazono commence à traiter des thèmes en profondeur sur la famille, qui est un thème qu'il avait déjà utilisé avant, mais aussi l'héritage, la valeur des liens qui unissent ces êtres humains. C'est rien de fou, c'est rien de très profond ou d'original, mais ça mène de la profondeur et c'est le bienvenu. Mais surtout, Kagurabashi essaye d'avoir un propos un peu politique. Ça reste encore une fois assez léger, mais Okazono s'essaye à parler de la guerre, de sa valeur, de ses conséquences sur son monde et ses acteurs. Il essaye de parler du statut des héros de guerre, sont-ils réellement des héros ou de simples meurtriers qu'on a glorifiés. Kagurabashi essaye de parler de la valeur d'une arme, des raisons qui peuvent amener l'utilisation d'une arme de destruction massive, en orchestrant tout ça autour d'un conflit passé, la guerre de Seitei et de ses conséquences sur la société actuelle. Kagurabashi y oppose la vision des anciennes générations, qui sont traumatisées par ces événements et qui figent l'ensemble de la société pour éviter que ça se reproduise, à celle des nouvelles générations qui sont elles persuadées de la possibilité qu'a le monde de vraiment tourner la page et avancer tant que les soucis créés par cette guerre et ses conséquences sont abordés et réglés frontalement. Et c'est là que la manière dont Okazono développe ces deux personnages majeurs de l'arc, donc Samura et Chihiro, sont vraiment importants. Samura, c'est l'ancienne génération et il est développé dans un flashback, tandis que Chihiro, c'est la nouvelle et il est développé dans le présent, ce qui aide vraiment à appuyer cette opposition. Je généralise un sujet que Kagurabashi ne fait qu'aborder légèrement, et surtout qu'il n'a pas fini d'aborder. Mais on sent un début de réflexion sur ça, et c'est assez intéressant, et ça peut devenir quelque chose de très grand. Surtout que ça colle bien avec le propos que le manga amène sur la puissance des sabres ensorcelés. Mais cette idée ramène aussi à l'une des seules inspirations d'Okazono que je n'ai pas abordée, et qui est peut-être la source de ce propos sur la guerre et sur les armes. L'esthétique du Japon à l'étranger, et surtout Ghost of Tsushima. Okazono aime énormément étudier comment le Japon est dépeint par des productions étrangères, avec notamment ici le jeu des Américains de Sucker Punch. Possible que Ghost of Tsushima, qui traite de la guerre, l'ait inspiré pour parler de thématiques similaires. Ce qui fait que dans le fond, Kagurabashi, c'est un bon manga, qui peut devenir très bon selon vos goûts. C'est une œuvre qui devient intéressante sur le moyen terme et excellente sur le long, en tout cas actuellement, et qui connaît ses qualités et ses faiblesses et qui joue dessus, à constamment valoriser ses scènes d'action, pendant que derrière, le mangaka s'améliore de plus en plus et gomme chacun de ses points faibles, ou presque. Mais là, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je suis autant dithyrambique si la vidéo s'appelle ainsi. Pourquoi être autant positif si je parle du vrai problème de Kagurabashi? Et bah, c'est parce qu'il nous reste quelque chose à traiter. Ce vrai problème de Kagurabashi, c'est pas l'un des soucis que j'ai avec le manga actuellement. J'en ai assez peu parlé, mais le manga n'est pas parfait. Et si j'ai pas parlé de ces soucis, c'est parce que ils peuvent être réglés avec le temps. Dans ces soucis, on retrouve une certaine tendance à power-up les personnages beaucoup trop facilement. L'idée que le manga pourrait être au final trop court pour son propre bien. Je sais pas, j'ai l'impression que Okazono veut vraiment aller très très vite. On risque de se retrouver avec une œuvre qui ne va pas au fond des choses. Et enfin,
j'ai beaucoup de mal avec le groupe d'antagonistes principal. Même l'antagoniste principal, même Yura, je le trouve, pour l'instant en tout cas, vide. Il sera sans doute développé après, mais je vois pas comment Okazono peut réussir là actuellement à faire mieux qu'un Samura, voire même à égaler Kyora avec ce qu'on a connu de ce personnage. Peut-être aussi qu'Ishaku est entré en scène un peu trop tôt pour avoir un statut vraiment important dans l'univers. Yura qui agit à la Kurakuzaichi, c'est une bonne idée. Ben, c'est un peu un classique des shonen de montrer l'antagoniste principal au début pour créer un lien avec le protagoniste, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin de les ramener directement là maintenant sur l'arc Samura? Enfin, Kagurabashi n'est bien évidemment pas une œuvre qui est parfaite narrativement, mais ça on en reparlera lorsque le manga sera terminé. Je referai une vidéo dessus qui ira bien plus en profondeur, et on verra là où le manga a vraiment réussi à encore progresser, là où il s'est pour le coup vraiment effondré, et là où le potentiel que j'ai perçu et que j'ai présenté dans cette vidéo, bah Okazono n'a pas réussi à le transformer. Mais le vrai problème de Kagurabashi, c'est autre chose. C'est un souci qui est externe à l'œuvre d'Okazono, mais qui l'a pour le coup réellement impacté. Et ce alors qu'aujourd'hui, Kagurabashi en est débarrassé. Et malgré tout, ce problème en dit beaucoup trop sur l'état actuel du manga. Car Kagurabashi a un problème, mais un problème qui n'est pas spécialement de son fait. Si on fait le résumé global de tout ce que j'ai dit, qu'est-ce qui ressort quand on prend l'ensemble de Kagurabashi? Sa progression, le niveau qu'a pris Okazono. L'Okazono d'aujourd'hui, qui écrit l'arc actuel de Kagurabashi, c'est pas la même personne que celle qui a dessiné le chapitre 1 et qui a écrit la réplique assez cringe du « Je commence la journée avec une haine toute fraîche ». Et ça c'est un souci, pas pour l'Okazono d'aujourd'hui, mais pour celui d'hier, ce qui me ramène au même du début de l'œuvre. Le problème il est là, et ce problème il est illustré par Google Trends. Pour rappel, c'est un outil qui permet de voir réellement un sujet a été recherché, et pour Kagurabashi, on observe plusieurs pics. Le premier est bien évidemment dû à la vague de mèmes du début de l'œuvre, le second à la sortie du premier tome au Japon, et le troisième à la victoire du manga au Next Manga Award. Et après, on peut noter un dernier pic, début décembre 2024, au moment où l'adaptation animée par Sea Games a été à demi-mot annoncée. Cependant, du point de vue de l'intensité des pics, on se rend très vite compte que l'intérêt autour de l'œuvre n'a pour l'instant pas réussi à égaler le niveau de septembre 2023, et la réputation parfois assez tiède de Kagurabashi vient sans doute de là, de personnes qui ont commencé le manga à ses débuts et qui ont assez vite lâché pour ne pas reprendre et après exprimer une opinion négative à son sujet. Et je sais de quoi je parle parce que j'en faisais partie. J'étais par le passé une de ces personnes intriguées par la hype gargantuesque qui entourait l'œuvre d'Okazono et qui a lâché l'affaire assez vite, déçue par la qualité assez hésitante des premiers chapitres, au point de ne pas être convaincu par le potentiel de la série à ne serait-ce que s'imposer dans le Jump. Alors que la suite on la connaît, la série s'est imposée, a progressé, et je suis là à faire un mini mea culpa pour au final clamer haut et fort à quel point Kagurabashi a progressé et a réussi à devenir plus que bon. Le problème il est là, c'est que le Kagurabashi du début n'est plus le Kagurabashi d'aujourd'hui. Et pour ça Google Trends reste intéressant, pour comprendre comment le manga a pu autant esquiver tout ça et progresser. Mais pas le Google Trends du monde entier, le Google Trends du Japon. Le pic du début de l'œuvre est présent, mais il est beaucoup moins significatif. C'est bien plus sa victoire au Next Manga Award et surtout la demi-annonce de l'anime qui font progresser l'œuvre. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'au final, Kagurabashi n'a pas tout pété dès le départ. Certes, on sent un soutien de Shueisha assez présent et une mise en avant qui a été assez poussée sur les réseaux, mais c'est rien de fou non plus. Kagurabashi a grandi presque normalement, au gré de ses arcs, de sa très bonne réception critique, mais aussi de ses recommandations, Kishimoto, Horikoshi ou encore Vondi, musicien qui a travaillé sur One Piece Red. Dans l'ensemble, la trajectoire elle est bien plus naturelle, et elle met moins en évidence ce problème qu'a eu Kagurabashi en Occident, à savoir qu'il a été populaire trop vite et que ça l'a complètement desservi. L'œuvre a été mise sous le feu des projecteurs à un moment où Okazono aurait simplement dû se focaliser sur sa progression et la mise en place de son œuvre. La popularité internationale instantanée lui a fait peur, ça l'a presque terrorisé, et à côté de ça, Kagurabashi s'est collé au départ une réputation assez tiède à l'international, ce qu'on a encore vu au moment de la sortie française. À ce moment-là, le manga avait déjà vu sa communauté être épurée, et même dans sa prépublication, le troisième arc était déjà bien entamé. Et pourtant, j'ai vu des critiques disant qu'ils ne comprenaient pas la hype, et que le tome 1 était basique. Et ça ouvre un autre problème. C'est quelque chose qui est assez proche des spectateurs d'anime qui ne comprennent pas la hype d'une communauté de manga alors que seulement un épisode a été diffusé. Et après, ils vont remettre en question la pertinence des propos de gens qui connaissent bien mieux l'œuvre alors qu'eux n'en ont vu qu'une petite partie. Ce problème n'est pas de leur fait, parce que le problème, c'est l'étalement dans le temps du contenu d'un manga, de son mode de sortie, ce qui va forcément créer un clivage dans les communautés, un clivage entre ceux qui sont à jour sur la prépublication, et derrière ceux qui sont à jour sur la parution française et l'animé, là où l'ordre d'avancement varie selon différents facteurs, mais qui sera forcément bien moins avancé que la prépublication. Sauf que quand des portes s'ouvrent pour qu'une grande communauté accède à une œuvre, généralement via une sortie française ou un animé, eh bien, ces personnes, si elles n'adhèrent pas au manga car le début n'est pas à leur goût,
et bah c'est possible pour les personnes qui sont à jour de leur dire que ça s'améliore, que ça c'est corrigé, que machin il devient intéressant, que cet arc après ça devient bon, que l'auteur il progresse en dessin, de montrer que le manga avance et progresse. Mais ça, Kagurabashi, au début, il n'y a pas eu droit. Lors de son pic de médiatisation, tout ce qui existait, c'était le Kagurabashi mauvais, et pas le Kagurabashi excellent qu'on a aujourd'hui. Après, c'est rien de grave non plus. On l'a vu, l'impact des mèmes a été minime au Japon, ce qui est pour rappel le territoire le plus important pour un manga. Et surtout, une fois l'anime commencé, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais si c'est passé avec Kagurabashi a au moins le mérite de poser des questions, principalement sur la méthode de prépublication des œuvres. En dehors de l'aspect économique bien évidemment important, est-ce que cette méthode de création artistique est vraiment la plus pertinente? Là c'est moins sûr, car imaginons un Okazono à qui on aurait laissé le champ libre dès le départ, bah peut-être qu'il aurait directement signé un arc d'intro du niveau d'Orakuzaichi ou du 3ème arc. Pareil côté Shueisha, j'arrive pas à m'empêcher de me dire que le début de Kagurabashi a été précipité. Est-ce que c'était pour remplacer Black Clover qui a été transféré dans le Jump Giga quelques temps plus tôt? Est-ce que c'était pour espérer s'assurer un hit avant les fins imminentes de Jujutsu Kaisen et de My Hero Academia? Aucune idée, mais reste que le recrutement urgent d'assistants après le début de l'œuvre appuie clairement cette idée. Pour revenir vite fait sur les mèmes, on peut en faire un constat. Un constat de ce que Kagurabashi incarne malgré lui. Je trouve vraiment que Kagurabashi, c'est devenu un peu l'incarnation, malgré lui, de tous ces débats de cours de récré de merde qu'il y a dans la communauté. Qu'il est un peu devenu leur symbole, alors que c'était fait dans un but de blague, et que je l'ai dit, le manga aujourd'hui a de vrais arguments pour lui. Kagurabashi, c'est un bon manga, c'est une œuvre qui est vraiment très cool, qui devient même excellente si on prend son dernier arc. Et si vous aimez les mangas d'action, je vous le dis, vous allez aimer Kagurabashi, je n'ai aucun doute sur ça. Et pourtant, sur internet, il y a toujours un peu cette image de manga qu'on a érigé trop vite, alors que il faut juste laisser le temps. Et ça, on ne fait pas le laisser le temps. On fait des débats en comparant des œuvres d'aujourd'hui qui n'ont pas eu le temps de se conclure, de bien poser leur univers, leurs enjeux, avec des œuvres d'hier qui ont été digérées, qui ont été analysées, qui ont été comprises dans leur globalité. On fait des comparaisons entre des animés d'hier qui ont plusieurs saisons avec des animés récents qui n'ont parfois même que 1, 2, voire 5 épisodes. Tout ça, ça montre que on a un problème avec la manière dont on consomme le manga, on le conçoit à la fois comme un produit qui est fini et comme un produit qui est en cours de diffusion, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai un peu envie de dire que ça, Kagurabashi, c'est un pur produit de son époque. C'est un pur produit de son époque qui illustre tous ses soucis parce qu'il les a pris de plein fouet. Je l'ai dit, mais moi j'avais un jugement assez négatif sur Kagurabashi parce que j'avais lu quelques chapitres. J'admets volontiers que j'étais dans l'erreur sur ça. Et pour vous dire, j'admets tellement mon erreur sur ça que l'une des raisons de l'existence de cette vidéo, c'est moi qui dis, bon, en fait, je me suis trompé, Kagurabashi c'est excellent. C'est une œuvre qui a souffert de sa prépublication, et qui en porte aujourd'hui les stigmates. Les stigmates d'un manga peut être débuté dans la précipitation, avec un auteur qui n'avait pas encore les épaules pour ça. Un manga qui est devenu populaire trop vite, et qui se sera brûlé avec la lumière de sa popularité, avant de se reconstruire dans l'ombre à la manière de son protagoniste, et devenir enfin l'excellente œuvre qu'elle est aujourd'hui. L'œuvre portera à jamais les stigmates de ses débuts hésitants, des stigmates autant liés à l'inexpérience de Kazuno à l'époque, qu'à Shueisha eux-mêmes, et qui permet de se questionner sur la pertinence même de la prépublication en 2025. Dans un monde où les magazines papier comme le Jump meurent à petit feu et où les mangaka prennent de plus en plus la parole sur l'impact que ça a sur leur santé, est-ce que la prépublication a encore un sens? Est-ce que ce ne serait pas mieux de laisser un temps libre au mangaka, de ne sortir que les formats tomes 1 ou 2 par an? Il y a plein de possibilités, mais Kagurabashi peut ouvrir ces questions, même si ça, c'est une histoire pour une autre fois. Et que, en attendant, Kagurabashi a trouvé sa réponse, et que Okazono a trouvé sa voie et son succès. D'ailleurs, si vous voulez découvrir un peu plus la carrière d'un autre mangaka, je ne peux que vous conseiller ma vidéo sur Shiro Uzazaki, qui revient sur l'histoire et le parcours de la dessinatrice d'Actage et qui maintenant travaille sur Ichizo Witch. En tout cas, c'était Amano, j'espère que la vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire pourquoi Samura c'est le meilleur personnage de Kagurabashi, et moi je vous dis à la prochaine.